Jacques Attali, essayiste, économiste, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici avec nous alors que se met en place donc la nouvelle alternance de gauche à l'Élysée. Vous avez été associé de très près au changement de 1981 et 31 ans plus tard. Pas d'état de grâce pour le retour de la gauche avec François Hollande que vous avez, il faut le dire, le premier et tout seul à l'époque fait entrer à l'Élysée. Donc sous François Mitterrand. Les épreuves et les défis économiques sont graves, on le sait, nombreux. Hervé Asquin de l'agence France-Presse vous interrogera dans un instant sur l'Europe, l'euro et la question de la croissance. Et puis Perrine Tarnaud de Public Sénat cherchera notamment à percer votre double amitié pour le président élu et puis le président battu qui vous a fait voter donc pour le premier et accepté, on le sait, démission pour le second lors du quinquennat qui s'achève. Est-ce là un grand écart, vous nous le direz tout à l'heure. Sachez que nous sommes également associés avec TV Check, une application d'Orange qui permet aux téléspectateurs qui nous regardent de réagir en direct à cette émission, également à poser leurs questions. 1981-2012, Jacques Attali, on a l'impression que la comparaison ne tient pas. Oh, elle tient quand même. C'est un président de gauche élu, c'est la Bastille. Bon, vous avez raison que ça ne tient pas pour des tas de raisons. L'environnement géostratégique est complètement différent. Il n'y a pas l'Union soviétique. L'Europe est beaucoup plus intégrée. Il y a aussi des changements majeurs. C'est que le président de la République a beaucoup moins de pouvoir aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque. Et ça se voit d'ailleurs dans la nature des programmes, puisque le programme de François Hollande contient beaucoup moins de réformes de structure majeures que celui de François Mitterrand en 1980. Et puis, c'est toujours pareil, hein, dans la vie, dans beaucoup de dimensions, la deuxième fois, c'est moins exaltant que la première. Et vous avez noté, comme moi, peut-être même dès dimanche soir à la Bastille, l'opinion de gauche qui a voté Hollande ne s'attend pas à des miracles. Elle espère, semble-t-il, avant tout, qu'il tienne bon face aux épreuves. Oui, encore une fois, là, le monde est totalement différent. Les Français ont maintenant compris, je crois, que ne peuvent rien tout seuls. Et que tout va se jouer sur notre capacité à réussir l'Europe, ou une nouvelle phase de l'intégration européenne, et que si on ne la réussit pas, eh bien, ce qui nous attend, c'est certainement un lent explosion de l'ensemble européen, et dont nous serons, parmi d'autres, les victimes. Donc, le chemin, nous sommes une sorte de no man's land, nous sommes sortis de la tranchée nationale, pas entrés encore dans la tranchée suivante de l'Europe, et cette no man's land est toujours très dangereux. Bien, alors, le président élu a quand même encore beaucoup de pouvoir, une influence, bien sûr, dans le cadre européen, Jacques Attali, sans expérience ministérielle, sans pratique de l'État, comme c'est le cas de François Hollande. Est-ce que ce sera plus dur? D'abord, c'est inexact. François était Hollande, président de la République. Appelez-le François, hein, parce que François Hollande vous le connaissez de si longue date. Était donc le collaborateur de la campagne de 1981. Oui. Il a été ensuite à l'Élysée en mai 81. Il a été avec moi associé. Conseiller. Oui, non, mais il a été associé au détail des discussions de toute nature pendant plus de 2 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il ne connaît rien au rouage de l'État. Tout de suite, il a vu comment il a participé à des décisions très importantes des 2 premières années, qui ont été les 2 années les plus difficiles, et où nous sommes arrivés tous, François Hollande comme moi-même, et comme François Mitterrand, qui n'avait pas été ministre depuis 26 ans, 27 ans, nouveaux affaires. Et puis il n'y a qu'en France qu'on se pose cette question. Vous savez, aux États-Unis, M. Obama n'avait aucune responsabilité. En Angleterre, M. Cameron n'en avait aucune, et la France est le seul pays où, pour être secrétaire d'État à l'agriculture, il fallait être sous-secrétaire d'État à l'agriculture. Ce n'est pas un sujet d'interrogation selon vous. Néanmoins, le voilà d'un coup d'un seul à 57 ans, confronté à la solitude du pouvoir. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une question, parce que et c'est un homme qui a l'habitude de gouverner de façon collective, qui va certainement... De composer même, hein, a-t-on beaucoup dit. Non, j'aime pas. On a beaucoup dit, il faut savoir qui, comment, si c'est des polémiques. C'est quelqu'un, et composer n'est pas forcément un mal. Le maître mot, je crois, qui le caractérise, c'est l'empathie. C'est-à-dire, il cherche à comprendre le point de vue de l'autre. L'empathie, c'est pas la sympathie, c'est la volonté de comprendre l'autre. Et une fois que vous avez compris l'autre, vous essayez de transformer d'adversaire en allié. Ça, je crois que c'est... Mais à un moment, il faut trancher. Et c'est clair que là, par exemple, il a cette semaine des décisions très importantes à prendre. On va y revenir. Néanmoins, on s'interroge sur le style également que va prendre sa présidence. Est-ce que c'est un mystère pour vous, là, aujourd'hui? Non, je pense que ce sera... Non, comment vous la voyez alors? Je pense que ce sera une présidence très transparente, très
obsédé par la simplicité, Oui. mais en même temps par le prestige de la fonction. Donc il va y avoir à la fois de la simplicité et du prestige, c'est-à-dire... du prestige. Oui, de la rigueur. Pas, il sera le dernier à monter les marches de l'Élysée en short avec une chemise qui dépasse, quoi. Voilà. Si vous Mais voyez. la simplicité est si loin de nos codes monarchiques. Non, Hein? non, la Non. simplicité, c'est pas la vulgarité, justement. La simplicité, c'est le fait de rester soi-même, de ne pas employer des mots excessifs pour désigner ce qu'on est, c'est de ne pas s'entourer d'un décorum excessif, mais en même temps, le prestige, la distance sont je crois, très très importants et Est-ce très, qu'il très peut nécessaires. vivre hors les murs de l'Élysée, puisqu'on lui prête cette envie-là, c'est une volonté de sa compagne aussi, dit-on. C'est important, c'est un point. Je ne suis pas son porte-parole. Je Oui, pense non, que mais vous en pensez quoi? je pense que c'est pas un homme à se laisser enfermer, ou que ce soit de toute sa vie, il s'est jamais laissé enfermer, ou que ce soit. Bien. Vous dites qu'il a bien sûr été confronté à l'exercice de l'État, à l'Élysée d'abord, avec vous. Hein. Je rappelle que vous l'aviez fait venir à l'Élysée avec Ségolène Royal. Hein. Jeunes énarques qui s'étaient portés volontaires, ils n'étaient pas si nombreux hein, avant l'élection de François Mitterrand. Et après, tellement brillant que parmi les 1001 candidats, c'est eux que j'ai choisis. Alors oui, voilà. Et puis tellement brillant qu'il a été reconnu assez vite par François Hollande, vous le racontez, par François Mitterrand, qui avait noté la pertinence de ses notes. Néanmoins, il ne l'a jamais nommé ministre. Et François Hollande dit c'est sans doute que François Mitterrand a voulu me préserver, en quelque sorte. Laissez de moi l'image d'un homme neuf. Est-ce qu'on peut le croire? Je pense que c'est vrai. Au fond, j'ai écrit déjà plusieurs fois cette phrase qui est un peu sévère, mais au fond, quel est l'avenir d'un ministre? C'est d'être ancien ministre. Et il y a beaucoup d'anciens ministres. Eh bien, François Hollande ne sera jamais ancien ministre. Oui. Est-ce que sa cordialité, sa gentillesse, effectivement, peuvent le protéger de l'esprit de cour, qui finit toujours par s'installer hein, à l'Élysée, vous le savez? Oui, c'était quelqu'un c'est un monsieur, président de la République, extrêmement lucide. Chacun sait un grand humour, il a une capacité d'autodérision très forte. Oui. Moi, j'avais remarqué ça tout de suite quand je l'ai vu la première fois, une capacité de se voir, d'être à l'extérieur de lui-même, de se regarder d'une certaine distance sur les choses, qui le protège de ça. Il réussit ce tour de force d'être à la fois très très gentil et très très méfiant. Oui. Et je pense que c'est une grande qualité. Sans oublier, on parle là que de qualité subjective, c'est quelqu'un de très intelligent, très exceptionnellement intelligent, extrêmement compétent, c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais pris avec moi, qui apprend très vite et qui n'a pas de parti pris idéologique a priori, sauf la justice sociale, la transparence, la démocratie, enfin des valeurs et l'Europe, très important. Les deux valeurs de base. La justice sociale et l'Europe. Voilà. Est-ce que la fonction suprême peut s'accommoder de son humour, selon vous, au risque de paraître léger? Non, elle peut s'accommoder d'humour. Elle peut s'accommoder d'humour. Elle s'accompagnera très bien d'humour. Je vois cette photo qui nous rassemble sur cette. En effet, il est là. C'était un jour de tout début de la campagne et de notre arrivée au pouvoir en 1980. Ça fait ressurgir évidemment beaucoup de souvenirs. Le choix du Premier ministre est la première décision attendue de François Hollande. Est-ce que vous êtes plus Martine Aubry ou Jean-Marc Ayrault ou Valls? Non, je préférerais pas commenter cela. Je réserve ces commentaires à celui qui a peut-être quelque intérêt à connaître mon point de vue. Oui. Il a déjà commencé éventuellement à vous poser quelques questions. Je n'en parlerai pas davantage. François Hollande, on le sait, a une référence, François Mitterrand, et il s'est mis dans ses pas durant la campagne, allant peut-être même jusqu'à une certaine superstition, mais le mot roi de 1981 n'existe pas aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Il n'est plus question de redistribuer d'emblée sur cette idée-là. J'ai dit à plusieurs reprises, et en me faisant faire beaucoup d'ennemis, enfin quelques ennemis, puisqu'ils ne sont pas très nombreux, que Pierre Mauroy avait été le meilleur Premier ministre de François Mitterrand. Je crois qu'il a été le meilleur Premier ministre de François Mitterrand. C'est un homme tout à fait remarquable, extrêmement sérieux, et la redistribution n'était pas le cœur du projet de 1980, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 1980, le cœur des choses, ça a été des réformes de structure. Les télévisions, les radios libres, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, les lois Auroux sur les conditions de travail, l'abaissement de l'âge de la retraite, enfin, toute une série de choses qui n'ont jamais été remises en cause. Donc, il ne s'agissait pas de dépenses. Il y a eu des dépenses qui ont été arrêtées en 83 parce qu'on ne pouvait plus. Oui. Les réformes de structure n'ont pas été remises en cause. Et Pierre Mauroy a été l'homme de cela. Et même quand, en 1983, il s'est agi d'arrêter les dépenses sans remettre en cause les réformes, Pierre Mauroy était magnifique. Il est celui qui a dit, avec
un tout petit nombre de gens à François Mitterrand qu'on ne pouvait pas sortir de l'Europe. Et François Mitterrand a écouté Pierre Mauroy et ceux très rares qui étaient de son avis. Donc Pierre Mauroy était un très grand Premier ministre. Et aujourd'hui, le rôle du Premier ministre, c'est à la fois d'exécuter la politique définie par le président, d'assumer, d'avoir une majorité parlementaire, et en même temps d'être capable de dire non au président de la République. C'est très important qu'un Premier ministre puisse dire non. J'ai 3 petites questions par rapport au projet présidentiel de François Hollande et puis ses promesses. Le coup de pouce pour le SMIC, vous estimez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour moi, ça dépend beaucoup de ce qu'on va découvrir dans l'audit. Si l'audit nous dit que tout va bien, les dépenses publiques ne sont pas catastrophiques, elles sont dans les clous, au regard de ça, bon, on peut imaginer que ça soit possible. Même si, comme chacun sait, le SMIC... Non, mais la situation des entreprises, on la connaît. Non, mais la situation... Vous parlez des déficits publics. Non. L'un est lié avec l'autre. Et l'augmentation de la demande est aussi très importante pour créer la croissance nécessaire. Donc, moi, je suis pour une hausse des salaires. J'ai écrit plusieurs reprises que la hausse des salaires était bonne. Donc, ça dépendra de ce que nous dira la Cour des comptes. Voilà. Alors, la taxation à 75% des revenus au-delà de 1 million d'euros, elle se fera selon vous? Et si oui, est-ce une bonne mesure? Moi, j'ai dit publiquement que je n'étais pas favorable à cette mesure. Vous pensez que c'est une mesure démagogique de campagne? Non, je comprends. Je comprends qu'en termes de justice sociale, il faille taxer les riches. Je préférerais pour ma part qu'on taxe beaucoup les richesses acquises, c'est-à-dire l'héritage et l'impôt sur la fortune, que les richesses nouvelles. Vous dites d'ailleurs que c'est le penchant naturel de François Hollande qui n'a jamais critiqué en fait la fortune gagnée grâce au talent. C'est pas François Hollande, c'est la France en général. Oui. En France en général, on aime bien les gens riches, on déteste les gens qui s'enrichissent. Parce que ça correspond à une tradition paysanne de la société française qui est assez claire. On se méfie des gens qui s'enrichissent. Et donc moi je préfère qu'on taxe les héritiers, qui n'ont rien fait pour l'avoir, que les gens qui, par leur travail, naturellement. Alors, c'est vrai qu'il y a des présidents de grandes sociétés qui ont des salaires qu'on peut qualifier d'excessifs, mais aussi ceux qui créent une entreprise, la développent et seront taxés aux 3/4 de l'accumulation de richesses, ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Un point sur la retraite à 60 ans, avec le retour partiel pour ceux qui ont commencé très tôt. Bonne ou mauvaise idée dans le contexte européen qui va à l'encontre de cela? Dans la commission, non. Dans la commission que j'avais présidée, nous avions dit que cette réforme était tout à fait nécessaire, celle que François Hollande propose. Parce qu'en fait, il s'agit que d'une mesure de justice sociale qui fait que tout le monde reste à 42 ans. C'est pas du tout un retour à 60 ans, c'est souvent exprimé comme ça. On reste à 42 ans, mais ceux qui ont atteint 42 ans de cotisation avant, parce qu'ils ont commencé à travailler très tôt, et ça concerne 150 000 personnes. Donc c'est pas un problème. Mais il est clair que de toute façon, grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, dans le mandat de François Hollande, il va falloir aller plus loin dans l'augmentation de la durée de cotisation. C'est ce qu'il avait laissé entendre lors du grand débat sur la réforme de la retraite. Donc on peut s'attendre quand même à l'allongement de la durée. C'est une conclusion de la commission que j'avais présidée et elle reste valable. Voilà, et celle-là, elle sera appliquée par le nouveau président, espérez-vous. Oui, comme beaucoup En tous les cas, la nécessité d'agir pour le nouveau président de la République française s'impose, d'agir vite en raison des nouvelles craintes pour la zone euro. Jacques Attali, crainte renforcée par le chaos politique en Grèce. Qui montre par ailleurs le danger de l'austérité, puisqu'on voit les peuples sans espoir se tourner vers des extrêmes, d'ailleurs de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Et c'est donc la Grèce qui inquiète les marchés financiers. Mais en France, on le sait, même si on attend la conclusion de l'audit de la Cour des comptes, le poids de la dette et des déficits est écrasant. Alors avant d'accueillir Hervé Asquin de l'AFP, on voit la situation actualisée par Paul Bouffard. On sait, mais finalement la bourse n'a pas plongé à l'arrivée de François Hollande. Lundi, le CAC 40 reste dans le vert, pas de mouvement violent. Rien à voir avec la chute considérable de 21% qui avait accueilli François Mitterrand en 1981. Pour le spécialiste Philippe de Sertine, l'alternance ne fait plus peur au marché financier. Aujourd'hui, la démocratie française, on va dire, a l'habitude de l'alternance, même si elle n'a pas lieu très souvent, et les marchés financiers comprennent qu'ils vont avoir au pouvoir un certain nombre de personnes qui ont, on va dire, l'habitude des responsabilités et qui géreront la France dans une continuité politique. Pendant la campagne à Toulon, Nicolas Sarkozy diabolise François Hollande et les expériences folles que la gauche pourrait mener. Mais au final, dans les salles de marché, le nouveau président n'inquiète pas. Au lendemain de l'élection, le marché est un petit peu faible à Paris, surtout sur les marchés actions.
En revanche, on constate une relative stabilité sur les marchés obligataires, avec des taux français qui évoluent de façon assez peu marquée, ce qui est plutôt rassurant. Rassurant aussi du côté du taux d'intérêt. Au lendemain de la victoire, la France emprunte au taux de 2,8%. François Hollande ne l'a pas fait exploser. Les marchés étaient prêts, cependant, la France reste sous surveillance. On est un petit peu dans une phase d'incertitude effectivement en France, jusqu'au résultat bien entendu des élections législatives, où on verra vraiment la façon dans laquelle les choses vont se dessiner en France. Et puis il y a aussi un certain nombre d'incertitudes quant aux relations avec l'Allemagne. Désormais, l'attention des places boursières est accaparée par la Grèce. Il faudra aussi surveiller les différences de conception de croissance en zone euro, l'investissement à la française, l'austérité à l'allemande. Voilà, Hervé Asquin de l'agence France Presse est avec nous. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vos questions pour Jacques Attali. Bonsoir Jacques Attali. On s'attend à une situation extrêmement compliquée dès à présent et à un bras de fer entre François Hollande et Angela Merkel. C'est déjà engagé. Alors, dans cette affaire sur les eurobonds, sur les investissements, enfin sur le rachat de la dette des Européens endettés par la BCE, qui va devoir céder, François Hollande ou Angela Merkel? Moi, je parie si on fait un pari aussi simple que cette question que vous venez de poser, je parie que l'Allemagne va vite comprendre, alors la question c'est de savoir vite, c'est quelques semaines ou quelques mois, que c'est son intérêt absolument vital de construire cet étage fédéral européen dont les eurobonds sont une des premières traductions. Eurobonds que, parmi les premiers, la commission que j'ai présidée il y a 4 ans avait proposé comme une des solutions de la crise. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on se rend compte comme une évidence que l'euro est une monnaie sans État. C'est la seule monnaie dans le monde qui n'a pas d'État pour assurer l'égalité des compétitivité des régions qui partagent la même monnaie. Ça ne peut pas marcher. On le savait quand on a fait le traité de Maastricht. On savait qu'il y avait un étage fédéral ensuite. Et donc la croissance ne peut passer que par cette relance-là, mais plus largement, la survie de l'euro passe par cela. Et les Allemands sont eux-mêmes seront les premières victimes d'une explosion de l'euro. Si l'euro monte, ils perdent tout. Donc, en effet, il y aura un bras de fer, mais aujourd'hui, dès aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en Europe, il y a un vote très favorable des Européens pour l'euro et pour la croissance. Et donc c'est plutôt Mme Merkel qui est isolée et pas la position de la France. Alors vous souhaitez que l'Europe emprunte, qu'elle émette des project bonds, on appelle ça, oui, des obligations voilà, qui permettent de financer donc de grands projets européens. Vous souhaitez ceci. L'endettement des États ne vous suffit pas, il faut que l'Europe s'endette à son tour? Oui, absolument. Il faut bien avoir conscience de ce que l'Europe a une chance inouïe, c'est que son étage fédéral n'est pas endetté. C'est un outil que les États-Unis n'ont plus, puisque leur étage fédéral est très endetté, et que le Japon n'a pas, puisque son étage étatique est très endetté. Nous l'avons, naturellement. Je serais très contre que cette dette fédérale consiste simplement à faire du laxisme de plus. Mais il y a 2 choses qui vont être absolument nécessaires dans les 6 mois qui viennent. La première, c'est évidemment de relancer la croissance par des investissements structurants. Et il y a au moins 2 domaines, c'est les économies d'énergie, puisque l'Europe dépend terriblement d'énergie importée, et les nouvelles technologies de communication. Et ça exige des investissements très importants. Puis il y a une deuxième chose qu'on oublie en général, c'est que le système financier européen est dans une situation catastrophique. Il lui faut des augmentations de capital massives, sinon il va être obligé de réduire ses crédits et donc de réduire la croissance. Oui, enfin, ça c'est quand même la spirale infernale. On recommence, c'est-à-dire que on a déjà expérimenté le laxisme avec les budgets des États membres. Aujourd'hui, on prend le risque de s'embarquer dans une nouvelle situation difficile à l'échelle européenne, si on crée de nouveau une dette européenne. Écoutez-moi, il y a 2 dettes très différentes. Il y a une mauvaise dette qui consiste à faire en sorte qu'à partir du mois de septembre, nos fonctionnaires soient payés par de l'emprunt, et il y a une bonne dette qui consiste à financer l'investissement. Chacun d'entre nous, on le sait, quand on s'endette pour acheter un logement, c'est très bien, dans les limites de ce qu'on peut acheter. Quand on s'endette pour le crédit à la consommation, c'est une catastrophe. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas donnés assez de moyens pour investir sur l'avenir. Oui, mais Angela Merkel répond à cela, tout ça c'est bien gentil, mais c'est encore nous, les Allemands, qui allons payer au bout du compte. C'est une erreur de raisonnement que M. Sarkozy a commis au cours du débat, qui prouve, et je me permets de dire
publiquement que j'en avais parlé avec lui et je n'ai pas réussi à le convaincre, c'est une faute de raisonnement totale. L'emprunt européen n'est absolument pas financé par les Allemands. C'est ne rien comprendre à ce qu'est l'Europe. Il faut évidemment que cet emprunt soit garanti et financé par quelque chose qui sert le service de la dette. Ce n'est pas les États-nations. C'est une contribution fiscale proprement européenne qui est irréversiblement attribuée à une entité européenne, l'eurozone ou l'Union européenne, et qui assure le service de cet emprunt d'investissement. Et l'Allemagne et la France n'ont absolument rien à voir. Pour l'instant, la vraie garantie, c'est l'entité européenne. Angela Merkel ne veut pas bouger, elle est très ferme. Est-ce que François Hollande peut bouger et sur quoi? Qu'est-ce qu'il peut apporter lui en échange? Éventuellement, si Angela Merkel bouge un peu, il faudra qu'il accepte la règle d'or, par exemple. Je suis d'une très grande sérénité là-dessus. Regardez l'Europe aujourd'hui, comment elle est. L'Europe, vous avez cité le cas de la Grèce qui va très mal, c'est vrai, mais le Portugal va mal, ils refusent, l'Espagne est dans une situation catastrophique, en particulier son système bancaire, les Hollandais n'ont plus de gouvernement et personne ne sait comment l'Irlande va financer ses fins de mois. Et l'Italie est bloquée parce que les réformes ont un limite. Donc évidemment, il y a une sorte de paralysie qui est en train de rejoindre l'Europe et donc on va changer de cap, on va changer de pied. Et c'est l'objet de la tribune que j'ai publiée avec Pascal Lamy et quelques autres Européens, Allemands, Grecs, Italiens, Espagnols, ce soir dans Le Monde. Je pense que ça ira beaucoup plus vite qu'on ne le croit. À un moment, je pensais que Mme Merkel ne pourrait pas bouger avant ses propres élections. Je pense qu'elle va bouger avant ses élections. Et alors là, on a, par rapport à votre question, qu'est-ce que François Hollande peut donner au président français? Tout ça, c'est une question purement diplomatique et simple. J'ai négocié assez d'accords de ce genre pour le savoir. Les Allemands diront, on n'a pas cédé, le traité est accepté. Ah oui, mais on a accepté une annexe. Qui porte la croissance, les eurobonds, etc. Et les Français diront, on a renégocié, la preuve c'est qu'on a acheté. C'est le protocole juridique dont parle François Hollande. Ce sera un protocole juridique. Alors si un Sherpa que vous êtes, François Mitterrand, approuve cette idée... Oui, mais c'est plus... Quand vous négociez un traité, si vous le complétez par un chapitre de plus, bon, c'est chacun sauve la face, quoi. Oui, c'est ça. L'important dans une négociation, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir dire qu'il est vaincu. Il y a quelqu'un de très solide actuellement aux finances en Allemagne, Wolfgang Schäuble. Il va falloir trouver quelqu'un pour Bercy très rapidement. C'est quoi le profil du candidat idéal aujourd'hui pour Bercy? Il y a deux postes. Il y a le poste de ministre des Finances et le poste de ministre des Budgets. Il y en a un qui devra être monsieur oui et un autre qui doit être monsieur non. Alors, vous avez des idées, je suppose, parce que on vous dit proche du président élu. Il vous consulte, c'est des choses que je ne parlerai qu'avec lui s'il me demandait mon avis. Oui, mais il vous a demandé votre avis. Donc je n'en parlerai pas ici. Très bien. Ça veut dire, est-ce qu'il a choisi? Encore une fois, je ne suis pas son porte-parole. Les qualités requises pour Bercy aujourd'hui pour ma part, pour que les choses soient claires, je ne participerai pas à aucune fonction personnelle. Je suis très heureux d'avoir mon ancien collaborateur de François Mitterrand devenu président de la République. Je serais très heureux d'applaudir à son succès, mais j'en resterai là. Alors les qualités pour Bercy aujourd'hui Je vous dis, pour Bercy, budget, il faut un monsieur non, extrêmement courageux, capable de proposer et d'exiger des coupes budgétaires très sévères. Et pour ce qui est de l'économie proprement dit, il faut quelqu'un qui soit capable de négocier le basculement au fédéralisme budgétaire, l'économie de croissance. Et donc c'est deux personnalités complémentaires. Vous avez salué tout à l'heure les réformes de structure qui avaient été initiées très vite en 1981. Qui sont encore en place aujourd'hui. Et qui sont encore en place. Est-ce que vous ne regrettez pas l'absence de réforme de structure dans le projet de François Hollande aujourd'hui? Parce que vous plaidez, dans un sens libéral, Jacques Attali, pour plus de compétitivité, pour une réforme du marché du travail, par exemple. Et ça, on ne le trouve pas dans le projet de François Hollande. Si on lit bien la commission que j'ai présidée, qui était encore une fois, je le rappelle, une commission bipartisane, nous avions proposé des réformes fondées sur 3 pieds. Oui. La compétitivité, l'investissement et la justice sociale. Et le gouvernement précédent n'a utilisé qu'une partie. Par exemple, vous parlez de la flexibilité du marché du travail. Nous avions dit il faut cette flexibilité, et ça a été fait sous la forme de la réforme que nous avions proposée de la rupture à l'amiable du contrat de travail, mais nous avions dit surtout ne faites pas la rupture à l'amiable du contrat de travail si vous ne mettez pas en place simultanément la sécurisation des parcours professionnels qui fait que quelqu'un qui perd son contrat de travail est immédiatement repris en charge par un nouveau contrat qu'on avait appelé contrat d'évolution qui permet de garantir que cette personne est immédiatement en situation de formation.
Voilà, donc il faut à la fois de la justice sociale pour que la mobilité puisse être acceptée. Il y a une idée que vous avez lancée, la retraite à la carte en quelque sorte, oui. Éventuellement que l'on pourrait prendre au-delà de l'âge légal, peut-être à 65 ans. C'est une idée que le président élu est susceptible de reprendre? Je ne sais pas, en tout cas c'est une idée de bon sens qui fonctionne très bien dans deux pays aussi différents que la Suède et la Pologne, que beaucoup de syndicats français, en particulier la CFDT, approuvent et que nous avions étudié dans cette commission et qui me semble avoir un avantage extraordinaire d'être à la fois socialement très juste, de permettre une très grande liberté dans le choix de la retraite et d'avoir les avantages à la fois de la capitalisation et de la répartition. Donc je pense que c'est le système idéal pour après 2017. Vous aimez la prospective, est-ce que vous imaginez à moyen ou plus long terme une alliance entre les socialistes en France et puis les centristes, notamment François Bayrou qui a voté personnellement, à titre personnel, pour le candidat socialiste? La grande affaire de ce mandat sera peut-on créer une justice sociale qui ne soit pas un frein à la réussite? Donc la discussion qu'on avait sur impôt sur les revenus ou impôt sur les patrimoines, et la construction européenne. Il est clair que dans la gauche comme dans la droite, sur la construction européenne, il y a deux points de vue. Il y a des gens à gauche qui sont anti-européens et il y a des gens à droite qui sont anti-européens. Et il est évident que l'Europe elle-même supposera pour se construire à la fois de convaincre ceux de la gauche qui forment la majorité et je connais des gens qui étaient hostiles à la Constitution européenne, ou même à Maastricht, qui sont aujourd'hui favorables au fédéralisme européen, dans la mesure où c'est un fédéralisme de croissance, etc. Et évidemment, tous ceux qui sont ailleurs au centre et qui ont compris que le fédéralisme était là, non pas une utopie idéologique, mais la condition même du maintien du niveau de vie français, dans une perspective... D'accord. Alors ça doit politiquement se traduire par une nouvelle alliance. À mon sens, il va se passer tellement de choses dans les 5 ans qui viennent. Il y aura une grande crise en Europe, comme il y en a eu en 82-83 quand on est passé de... Il y en aura une, mais elle est là déjà. Vous parlez d'une autre là? Oui, je pense que nous sommes dans une crise larvée aujourd'hui, où on voit chaque dimension, chaque pays croire qu'il a encore du temps. On fonctionne un petit peu jusqu'à maintenant comme M. Madoff a fonctionné. M. Madoff a donné du temps à tout le monde. Et aujourd'hui, au fond, le dernier qui a donné du temps, c'est M. Draghi. Quand il a, au dernier moment, moi j'avais dit s'il n'intervient pas avant Noël, il n'y aura plus l'euro. Il est intervenu le 23 décembre. Donc, c'est ça qui vous a fait, c'est ça qui a malheureusement brisé votre prédiction. Heureusement. C'était pas une prédiction, c'était une mise en garde. C'est-à-dire l'euro disparaît avant la fin de l'année. Sauf si la Banque centrale intervient avant Noël. Et elle est intervenue le 23 décembre. Alors la prévision est difficile, hein, surtout quand elle concerne l'avenir. Hein, non, c'était pas. Si je vous dis un piano va vous tomber sur la tête et que vous vous écartez, vous allez vous moquer de moi en disant voyez votre prédiction est fausse. Non, ma prédiction était juste. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-là. Vous aviez dit aussi que Sarkozy avait de bonnes chances d'être élu. Oui. Finalement, c'est François Hollande. Hein. J'ai pas pronostiqué qu'il était certain de gagner. J'ai dit que la bataille serait serrée. Alors, quel avenir, justement, pour la zone euro, à court, moyen terme? Je persiste à dire ce que je dis depuis 15 ans. S'il n'y a pas un basculement dans les 5 ans qui viennent à un étage fédéral, avec un ministre des Finances, un budget et des recettes fédérales, l'euro n'a aucune possibilité de durer. Il disparaîtra. Et à court terme, la Grèce, c'est un cauchemar en ce moment, La Grèce, c'est un problème difficile. Si on ne lui donne pas davantage de temps, elle va sortir. Et si elle sort, les marchés, comme on dit, c'est-à-dire les prêteurs, diront attendez, s'ils ne sont pas capables de régler le problème de la Grèce, ils ne régleront pas celui du Portugal, et puis ensuite celui de l'Italie. Donc on est obligé de régler le problème de la Grèce, de lui donner davantage de temps. Et on se rendra compte à ce moment-là que donner davantage de temps à la Grèce, ça exige des moyens qu'on n'a pas encore. D'où l'importance de se donner davantage de ressources en Europe. Est-ce que vous espérez que François Hollande soit le Mario Monti français? Mario Monti qui a fait partie de votre commission et qui a mis en œuvre en Italie justement certaines des recettes que vous aviez mises en avant. Alors, est-ce que vous espérez qu'il le sera, le Mario Monti français? D'abord, Mario Monti est président du Conseil et pas président de la République, ce qui crée une différence. Ensuite, Mario Monti applique remarquablement, lui aussi, la partie droite du rapport. Et avec beaucoup plus d'entêtement que n'avait fait et de courage que n'avait fait le gouvernement de droite précédent. Donc j'espère que, je suis sûr d'ailleurs que François Hollande... Attention, François Hollande. J'avais commencé une autre phrase. Que François Hollande appliquera toute la partie que Nicolas Sarkozy n'a pas appliquée. Et il retrouverait là sa fonction d'homme de synthèse en quelque sorte. Exactement. Merci Hervé Asquin. Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive pour d'autres questions. Avant cela, on va voir donc avec Tam Tranui. Je vous le disais tout à l'heure, ce grand écart supposé entre deux amitiés présidentielles.
2007, Nicolas Sarkozy fait appel aux lumières de Jacques Attali pour libérer la croissance. En pleine stratégie d'ouverture, confier une mission à l'ancien Sherpa de François Mitterrand, c'est un coup de maître. Nicolas Sarkozy lui adresse finalement un satisfecit. J'adhère à l'essentiel de vos conclusions. Si certains ont été effrayés par le contenu de vos propositions, moi, je les trouve plutôt raisonnables dans l'essentiel. Raisonnable dans l'essentiel, même s'il n'en a appliqué que la moitié. Et c'est bien ce que lui a reproché Jacques Attali avec fracas. Sur son blog, l'économiste précise ses attaques. Nicolas Sarkozy est responsable de la perte du triple-A et de la hausse du chômage et n'a su ni réduire la dette publique, ni réformer l'État, ni réduire les privilèges. Son cœur balance donc du côté de François Hollande. Rien d'étonnant pour celui qui affirme avoir toujours voté à gauche et surtout qui a été le mentor du nouveau président de la République. En 1983, Hollande est conseiller à l'Élysée et travaille avec Jacques Attali. À ses côtés, il a même participé à l'un des coups les plus retentissants de la Mitterrandie. Le journaliste André Berkoff raconte. Il me dit, écoute, j'ai dans mon équipe un type qui est très très bien, il va travailler avec toi, il s'appelle François Hollande. Et donc il me présente François Hollande, qui avait 27-28 ans je crois à l'époque. Il était bien là, il était un peu bébé cadom comme ça, très sympa, plein d'humour. Et puis on commence à travailler ensemble. Avec l'aval de François Mitterrand et de Jacques Attali, François Hollande et André Berkoff sortent finalement un pamphlet soi-disant contre la gauche, signé Caton. L'auteur est présenté comme un ancien dirigeant de la droite. C'est François Hollande qui se charge de la promotion du livre à la radio. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. En réalité, ce livre est bien un pamphlet contre la droite, sous couvert d'égratigner la gauche. C'est surtout un livre qui montre qu'être de gauche et libéral n'est pas contradictoire. Ce n'est pas Jacques Attali qui va le nier. Ah, l'affaire Caton est merveilleux quand même de s'en souvenir aujourd'hui. Bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Dites donc, vous avez fait faire de drôles de choses à François Hollande à l'Élysée. Bon, d'abord, je rectifie un petit peu quelques petites choses avant. J'ai toujours voté à gauche, j'ai voté pour Ségolène Royal, et quand Nicolas Sarkozy... En réalité, c'est François Fillon qui m'a demandé de présider cette commission. On va en parler après, oui. Je n'ai accepté qu'à 3 conditions. J'écrivais moi-même la lettre qu'il m'a envoyée, je composais moi-même la liste des membres de la commission, et j'avais liberté totale de faire le rapport. Et nous avons travaillé avec une commission où vous retrouverez les moitié de gens de gauche, moitié de gens de droite. En totale liberté. Exactement le rapport que j'aurais remis à Ségolène Royal, à qui je l'ai d'ailleurs remis le même jour. Le jour même, je l'ai remis à Nicolas Sarkozy et à Ségolène, pour bien montrer que c'était un rapport bipartisan. Bon, Caton. L'affaire Caton. C'est quand même drôle ce coup politique. Oui, enfin, je l'ai raconté pour la première fois, mais je n'ai jamais raconté vraiment. Il y avait eu un jour une situation vraiment très pénible où la France était... François Mitterrand était très impopulaire et il me dit... C'était en 83. 83, oui, c'était au sommet d'Athènes, je me souviens. Il me dit, votre ami Berkoff, que François Mitterrand avait déjà rencontré chez moi, il avait écrit un livre qui avait énormément de succès sous le pseudonyme de Philippe de Comines, où il racontait les 180 jours de Mitterrand avant l'élection de 80. Il pourrait faire un autre livre comme ça serait bien. Et je dis à André, tu pourrais refaire un Philippe de Comines. Pour mettre des bâtons dans les roues de la droite. Non, c'était l'idée, c'était l'idée de faire un livre comme quelqu'un de gauche, qui parlait contre la droite, dans l'esprit de ce que j'ai dit à André. Et c'est André Berkoff qui a eu l'idée de le faire à l'envers, c'est-à-dire de faire un livre d'un homme de droite, amer contre cette droite idiote qui n'arrive pas à répondre à la gauche, qui était une idée très subtile. Et François Hollande s'est prêté au jeu. Alors, en fait, c'est André qui a écrit le livre, et il a fallu faire en sorte d'aider André à écrire ce livre, et donc un collaborateur de l'époque, extrêmement brillant, a passé quelques documents à André Berkoff pour écrire ce livre. Voilà. Ça ne s'est pas arrêté là, on l'a vu. Il a fait le service après-vente sous une identité déguisée quand même, François Hollande. Il a fait donc une mystification. Et certains à droite lui reprochent aujourd'hui, Perrine. Oui, on a vu Valérie Rousseau-Deborah qui a encore réagi là lors de l'élection de François Hollande en parlant de coups bas, de manipulation et en disant mais attendez, c'est ça la moralisation de la vie publique. C'est un boulet pour François Hollande aujourd'hui. Non, c'est moi qui porte l'entière responsabilité de cette affaire, c'est moi qui lui ai demandé de le faire, même si j'étais très surpris de ce que André Berkoff passe à la radio avec François Hollande, je ne le savais pas ce jour-là, et qu'André Berkoff s'est ensuite dévoilé. Donc
là, c'est une petit canular sans importance. Michel l'a rappelé tout à l'heure, vous avez commencé à travailler avec François Hollande et Ségolène Royal. Ils sont venus tous les deux se présenter à vous avant même l'élection de François Mitterrand à l'Élysée. Un moment où tous les hauts fonctionnaires allaient plutôt travailler avec Michel Rocard. C'est lui qui était plus populaire à gauche. À l'époque, qui était le plus politique des deux entre François Hollande et Ségolène Royal? C'est très différent, mais si j'avais à répondre simplement, je dirais que c'était Ségolène Royal qui était la plus engagée, la plus exigeante, la plus rigoureuse, la plus formelle dans ses valeurs. Et François était extrêmement subtil, extrêmement intelligent, beaucoup moins démonstratif dans l'affirmation de ses valeurs. Donc vous ne le voyez pas à l'époque forcément faire une carrière politique? Si, je voyais quelqu'un qui avait très envie de faire une carrière politique, mais c'est quelqu'un qui a toujours eu la distance à l'égard de tout, et y compris à l'égard de lui-même. D'où l'humour et d'où le fait qu'il peut faire des choses. Et cette distance me faisait penser, je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises, que s'il y en avait un des deux qui pourrait abandonner la politique, c'était plutôt lui qu'elle. Ce qui veut dire qu'il a là aussi avancé masqué. On peut se tromper sur le rôle, sur les personnalités, sur les avenirs des uns et des autres. Permettez-moi de me dire que je ne me suis pas trop trompé, puisque les deux assistants sont devenus candidats à la présidence de la République. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils n'étaient pas si nombreux à frapper à votre porte à l'époque, les jeunes énarques. À ce moment-là, oui, mais après l'élection de François Mitterrand, quand François Mitterrand m'a demandé de constituer mon équipe, je vous assure que là, j'avais vraiment le choix. Bien sûr. Avec la singularité aussi d'avoir un couple qui travaillait avec vous ensemble. Je les ai pris, non pas parce qu'ils formaient un couple, ils étaient dans des fonctions très différentes, mais j'ai trouvé très bons tous les deux. Et j'ai pris d'autres, puisqu'ils n'étaient pas les seuls à travailler avec moi. Il y avait Jean-Louis Bianco, Pierre Morel et toute une série d'autres qui nous ont rejoints. François Hollande, pour sa campagne, s'est beaucoup inspiré de celle de François Mitterrand en 81, notamment sur la gestuelle, aussi sur des thématiques, dans ses discours. Ça vous a beaucoup marqué ? Cette empreinte, François Hollande, comment vous l'avez vécu? D'abord, je ne suis pas le seul à gauche à faire ça. Si vous regardez Laurent Fabius, c'est aussi incroyablement proche de François Mitterrand. Laurent Fabius, que j'ai d'ailleurs, si je peux me permettre cette remarque personnelle, aussi fait entrer en politique, puisqu'on m'avait proposé la circonscription que je n'ai pas voulu prendre, parce que je ne voulais pas faire ce genre de carrière, et que c'est moi qui lui ai sous-traité, si j'ose dire, la circonscription de Seine-Maritime qu'il a finalement pris. Donc il y a beaucoup de gens à gauche qui reprennent ce genre d'image. Mais là, c'était quand même assez frappant pendant la campagne de François Hollande. Oui, c'était assez frappant. Mais je pense que ça correspond aussi à une attitude d'orateur. Mais quelle ressemblance vous voyez-vous entre les deux présidents socialistes de la Ve République? Je dirais, je pense que François Hollande va être quelqu'un d'aussi distant, secret, ferme, autoritaire que François Mitterrand. Je pense qu'il aura ça. Donc les bons et les mauvais côtés aussi, alors peut-être. Je pense que c'est nécessaire. Vous savez, François... Les mauvais côtés sont nécessaires? Quand nous avons été au premier sommet de François Mitterrand, je raconte des souvenirs d'anciens combattants, le premier sommet européen, c'était à Luxembourg, on est rentré de l'avion dans la nuit, c'est un sommet qui s'est très très mal passé, j'ai dit à François Mitterrand, au fond, pour vous, c'est quoi la principale qualité d'un chef d'État? Et il n'avait pas réfléchi longtemps, il m'avait dit, je voudrais vous répondre le courage, mais c'est l'indifférence. Oui. Et cette qualité-là, je crois que François Hollande est capable de l'avoir. Il ne l'a pas naturellement, parce que c'est un homme profondément empathique, je ne dis pas sympathique, mais empathique, il cherche à comprendre l'autre, mais il a très bien compris, je pense, que là où il est, il va falloir vraiment assumer la solitude. Ce qui explique aussi un peu son attitude là, lors de cette phase de transition, où il s'affiche au travail, il continue à mener la même vie qu'avant. C'est obligatoire, là, cette modestie, d'afficher cette modestie, ou c'est pour vraiment cliver avec Nicolas Sarkozy? Oui, la France, il connaît merveilleusement bien la France. Et parfois, je pense que s'il n'a pas beaucoup voyagé dans le monde, c'est parce qu'il a voyagé tellement dans la France et dans les gens. Il aime beaucoup voyager à l'intérieur des gens, plus que voyager à l'intérieur des espaces. Et cette connaissance qu'il a des gens l'amène vraiment profondément à penser que la France a envie de sérénité, de tranquillité, pas envie d'antagonisme. Il va tout faire, à mon sens, enfin je passe porte-parole, je regarde ça de l'extérieur, pour apaiser la France. Est-ce que vous êtes un déçu du sarkozysme aujourd'hui? J'ai jamais été sarkozyste, j'ai jamais été... mais c'est vrai... Non, mais vous étiez plutôt confiant à un certain moment sur le volontarisme de l'ancien président de la République. Oui, et j'ai écrit récemment une lettre à un ami de droite où j'ai dit que jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'aux 3 derniers mois, je pensais qu'il serait réélu et je pensais qu'il ferait une campagne de droite libérale. J'ai été très choqué de ses choix de fin de campagne
Et j'étais extrêmement déçu. Sur la ligne Patrick Buisson, oui. sur le flirt avec les idées d'extrême droite. Oui, sur le fait qu'il reparle de la rupture de Schengen, du retour des frontières, enfin de toute l'abomination de la droite anti-européenne. C'est ce qui l'a fait perdre, cette stratégie? J'espère que c'est ça qui l'a fait perdre. Ou est-ce que ça a limité sa défaite? Voilà. Parce que c'est une défaite honorable. J'espère plutôt que la droite tirera la leçon que c'est ça qui l'a fait perdre et que l'école buissonnière sera qu'une, comme on dit pour l'école buissonnière en général, qu'une parenthèse. Est-ce que vous placez au même niveau votre amitié pour Nicolas Sarkozy et celle pour François Hollande? Vous savez, on peut avoir des amis pour qui on ne vote pas. Bien sûr, mais je dois dire pas celle-ci. Est-ce que c'est la même amitié? Vous la passez au même niveau? Non, j'ai une connivence, une complicité, une histoire partagée de valeurs avec François Hollande qui n'a rien à voir avec celle que j'ai avec Nicolas Sarkozy, pour qui j'avais et j'ai encore, malgré cette parenthèse qui m'a beaucoup choqué, une grande amitié. C'est vrai. Oui. Vous croyez vraiment qu'il va arrêter la politique? Ah oui, je pense. Il est parvenu à un sorte de paroxysme. Je pense qu'il va arrêter. J'espère qu'il va trouver un autre accomplissement, parce que l'exemple du destin de M. Giscard d'Estaing n'est pas convaincant. Prochaine étape politique, ce sont les élections législatives. On peut peut-être en dire un mot. Pour l'instant, les sondages montrent que le PS et l'UMP sont plutôt au coude à coude. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français pourraient souhaiter une cohabitation? C'est ce qu'indiquent certains sondages. L'argument que j'avais écrit ça il y a quelques mois d'ailleurs, que je voyais la droite utiliser le plus efficacement, c'est de ne donner pas tous les pouvoirs à la gauche. Le Sénat, les régions, les départements, c'est un argument extrêmement fort. L'argument inverse, c'est vous n'allez quand même pas paralyser la France, et c'est à mon avis l'argument le plus fort. Ne paralysez pas la France au moment de cette crise, ce serait effrayant. Et je pense que les Français qui ont beaucoup de bon sens vont donner les moyens au président. Mais vous croyez par exemple à l'idée défendue pendant la campagne par François Bayrou d'un gouvernement d'union nationale? Pas maintenant, non. Il faut que la gauche ait les moyens de gouverner. Si la crise, comme je le crois, dans les 2-3 ans, atteint un paroxysme qui exigera de faire un saut métaphysique vers l'Europe fédérale, alors bien des choses sont possibles. Oui. Est-ce que vous pensez que le Parti socialiste a raison de vouloir préserver François Bayrou lors de sa tentative de retrouver son siège de député dans les Pyrénées-Atlantiques? Vous avez fait un beau lapsus, là. Un député, un candidat président du Bled bien député. Doit-il rester député? Oui, moi je pense. Avec l'aide du PS, oui. À ma connaissance, même si je ne suis pas du tout mêlé à ça, ceci n'a pas été négocié avant, mais je trouve que c'est une marque d'élégance. C'est une marque d'élégance, voilà. Les Verts ont voté aujourd'hui leur entrée au gouvernement. Tant pis si les centrales nucléaires ne sont pas fermées. À ma connaissance, l'entrée au gouvernement ne dépend pas d'eux, mais du président de la République. Oui, mais bon, ils renient un peu leurs engagements. Est-ce que l'un des enjeux du quinquennat de François Hollande, selon vous, est de faire baisser le Front National, sauf à vouloir enfermer la droite, évidemment, dans le piège de l'extrême droite? Une arrière-pensée toujours possible? Oui, on peut toujours penser ça, mais dans la mesure où la gauche a toujours voulu la proportionnelle, on va l'accuser de cristalliser l'entrée de l'extrême droite. L'extrême droite, on la fera pas baisser artificiellement, on la fera baisser par l'intégration, par l'affirmation que l'immigration n'est pas une mauvaise chose, mais qu'au contraire, c'est la chance de la France, par de la pédagogie, pas par des batailles techniques. Un œil sur TV Check, l'application qui permet aux téléspectateurs de réagir. Via Twitter. On a Eric qui nous demande qui sera le Jacques Attali de François Hollande. Je crois que dans chaque période, il y a des gens différents qui vont s'installer. Mais à ma connaissance, le rôle que j'ai rempli, qui n'a pas été rempli sous Jacques Chirac ni sous Nicolas Sarkozy, puisque le titre de conseiller spécial a été donné à M. Guénaud, mais qui ne faisait pas du tout la même chose que moi. C'était plutôt la plume de Nicolas Sarkozy. Pas du tout la même chose. L'histoire a fait que François Hollande n'a pas été accompagné par quelqu'un dans cette période préalable du genre que j'étais, indépendant, intellectuel, libre, mais en même temps proche de l'homme politique. Et je pense qu'il y aura d'autres figures exceptionnelles, dont j'en connais certains, tout à fait brillants, très exceptionnels, qui seront auprès de François Hollande, mais dans d'autres fonctions. Ultime question. On avait par exemple sur notre plateau hier soir Aquilino Morel. Il avait sous le bras le discours d'investiture de François Mitterrand en 81. Quelle idée il pourrait puiser dans ce discours d'investiture? J'imagine que vous en souvenez un petit peu. On a déjà vu beaucoup de phrases du discours de Château-Chinon, etc. Non, je pense que les valeurs sont là. Et François Mitterrand, vous savez, si je peux me terminer par une remarque personnelle, il me manque tous les jours. Ce n'est pas comme mon père, j'ai une immense passion pour mon père, mais c'est quelqu'un qui a été une telle présence, une telle force, un tel génie, à la fois intellectuel et culturel, unique, que
à tous ceux qui l'ont connu, il manque. Et donc, tous ceux qui ne l'ont pas connu, il y a aussi du regret. Merci Jacques Attali d'avoir été avec nous ce soir. Merci Perrine. Bonsoir à tous et à très vite. Comment la Syrie peut-elle s'extirper de l'engrenage de la violence? Bachar ne pourra pas faire taire la société syrienne à l'heure d'Internet. Il ne peut plus empêcher l'opposition de parler. Pour comprendre les enjeux de ce drame politique et humain, ce documentaire démêle les rouages du système mis en place par le clan Assad, de père en fils, d'Hafez à Bachar. Hafez el-Assad pouvait emprisonner pendant 20 ans les gens sans que personne n'en sache rien. Cela n'est plus possible aujourd'hui. Le fait que cela dure depuis si longtemps, cela ne veut pas dire que la population accepte cela ou qu'elle s'y est habituée. Le crépuscule des Assad, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bonjour, cette semaine nous sommes en Corse pour parler d'un sujet important, la préservation des forêts et donc de la biodiversité. Vous le savez, les arbres sont le poumon de la planète. Ici, ils recouvrent presque la moitié des terres. Mais aujourd'hui, les menaces sont nombreuses. Incendies, urbanisation, exploitation agricole et même des insectes. Alors comment préserver et entretenir ces 400 000 hectares de pins, de chênes, d'oliviers et de châtaigniers? C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Les forêts concentrent l'essentiel de la biodiversité végétale et animale de la planète. Pourtant, chaque année, ce sont 6,5 millions d'hectares qui disparaissent. En cause l'exploitation humaine, bien sûr, mais aussi les incendies qui dévastent le sud de la France. Il est l'arbre de l'année 2011. Sous ce feuillage se cache un pistachier vieux de 1000 ans. À Ghisonaccia, sur la côte est, cet arbre haut de 7 mètres doit son existence à une habitante du village, Élise Inversin. Lors d'un incendie en l'an 2000, elle demande aux pompiers de sauver son arbre avant même de sauver sa propre maison. Bonjour l'arbre. Élise et le pistachier sont devenus des stars, le symbole de la protection forestière en Corse. Bonjour. Bonjour. Alors Élise, racontez-nous l'histoire de cet arbre. Il a été menacé le 7 juillet de 2000. Le feu, on voit encore les traces d'ailleurs, était à quelques mètres de l'arbre. Ma maison risquée, mais lorsque les pompiers sont arrivés, j'ai demandé quand même qu'ils sauvent l'arbre en priorité. Parce que je pense que ce millier d'années, ce que représente cet arbre, il valait mieux le sauver lui pour les générations à venir que ma maison qu'on pouvait reconstruire. Qu'est-ce qu'il vous apporte aujourd'hui cet arbre? Du réconfort, une protection, une sagesse. Les bruits extérieurs, l'ambiance est totalement différente sous cet arbre. Ce 7 juillet 2000, les flammes menacent. Et parole de pompier, c'était la première fois qu'il entendait ça. Madame Inversin nous a dit « Je préfère sauver l'arbre que de sauver ma maison ». En 30 ans de carrière, c'est la première fois que j'entends qu'on veut sauver un arbre et non pas ses biens. Mais s'il existe encore, c'est grâce à elle. Voilà. À quelques kilomètres de là, en bordure de mer, la forêt de Pinilla, 450 hectares de pins.
Main dans la main, le maire de la commune et les agents de l'ONF tentent de protéger cette forêt d'un autre danger. Car cette pinède classée est aujourd'hui dévastée. En cause, un petit insecte d'à peine 2 mm, le Matsucoccus, mieux connu sous le nom de cochenille. Alors la cochenille du pin maritime est particulière, c'est-à-dire que en fait, les larves se nourrissent de la sève de l'arbre et leur nombre est tellement important qu'ils affaiblissent considérablement l'arbre. Alors en définitive, l'arbre va être affaibli, mais ne va pas directement forcément mourir de la cochenille. Mais par contre, la cochenille facilite la pénétration d'autres ravageurs qui attaquent donc l'arbre et qui vont les faire mourir en deuxième temps. La forêt est devenue un véritable laboratoire. L'ONF a introduit un insecte, une petite punaise d'origine corse, pour lutter contre la cochenille. C'est un prédateur. C'est ce qu'on appelle une lutte biologique. C'est-à-dire qu'en fait, la punaise, ainsi que la larve de la punaise, vont se nourrir des larves et des femelles de la cochenille. Est-ce que vous pouvez nous montrer un des pièges que vous avez installés pour voir si l'arbre est infecté ou pas ?